Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner. C'est gratuit et pour la chaîne, c'est un super soutien. Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis font pour la toute première fois usage d'une toute nouvelle arme, aussi dévastatrice que terrifiante, la bombe atomique. Cette arme est le fruit de 5 années de recherche dans le plus grand secret. Pendant toutes ces années, le projet Manhattan va réunir des scientifiques parmi les plus brillants de leur époque, pour œuvrer dans l'ombre à la création de cette arme censée mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, les États-Unis ne vont pas rester les seuls maîtres de l'atome bien longtemps. 4 ans seulement après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, l'Union soviétique obtient à son tour l'arme nucléaire. Alors, comment ont-ils pu concevoir une telle arme aussi rapidement et avec nettement moins de moyens? Eh bien, la réponse est assez simple. Un espion avait infiltré le projet Manhattan. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Klaus Fuchs, brillant physicien allemand devenu espion nucléaire acquis à la cause de Moscou, qui va, sans jamais être repéré, faire partie des créateurs de la bombe atomique, dans le gigantesque laboratoire de Los Alamos, tout en transmettant en parallèle aux soviétiques les plans et les avancées de la bombe atomique. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par World of Warships. World of Warships, c'est un jeu gratuit sur PC qui vous permet de revivre les grandes batailles navales de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Prenez la barre de plus de 200 navires issus de 11 pays différents et fidèlement reproduits, avec chacun leur propre style de jeu. Destroyers, croiseurs, cuirassiers ou bien porte-avions, vous avez l'embarras du choix pour partir à la conquête des mers et écraser vos adversaires à grands coups de canon et de torpilles. Autant vous dire que ça change de la bataille navale, auquel vous jouiez quand vous étiez petit. Et en utilisant mon lien en description pour télécharger le jeu pour la première fois avec le code BOOM, vous aurez accès directement au jeu à 2 navires, le MDN et le Saint-Louis, ainsi que 7 jours d'accès gratuit à la version premium du jeu, 200 doublons et 2,5 millions de crédits, ainsi que 20 camouflages. Alors n'hésitez pas à télécharger World of Warships gratuitement avec le lien en description. Et encore une fois, merci à eux de sponsoriser la vidéo. Né le 29 décembre 1911 à Rüsselsheim en Allemagne, il est le fils d'un professeur de théologie luthérien, qui est aussi militant au SPD, le Parti social-démocrate allemand. Le jeune Klaus est un élève brillant, et pendant ses études, il devient militant communiste au KPD en 1932. Mais un an après, les nazis arrivent au pouvoir, et sous Hitler, il ne valait pas mieux être communiste, ni anarchiste, ni juif, ni handicapé, ni homosexuel. Bref, Klaus Fuchs n'a alors que 22 ans lorsqu'il est contraint de fuir l'Allemagne pour la Grande-Bretagne en 1933. Là-bas, il y poursuit ses études et obtient un doctorat de physique à Édimbourg. Et en août 1939, il obtient la nationalité britannique. Mais le mois suivant, la guerre éclate. Et en 1940, alors que l'Europe ploie le genou face à l'armée allemande et qu'il ne reste plus que la Grande-Bretagne, Fuchs est arrêté. Ouais, même si c'est un militant communiste qui a justement fui le nazisme, du fait de ses origines allemandes, pour les Britanniques, il est potentiellement un sympathisant du Troisième Reich. Il est alors déporté et interné sur l'île de Man dans la mer d'Irlande, avant d'être transféré à Sherbrooke, au Québec. Et c'est là qu'il aurait été pour la première fois remarqué par un certain Hans Kalle, un journaliste allemand connu notamment pour avoir couvert la guerre civile espagnole, travaillant à côté pour les services de renseignement soviétiques. À Noël 1940, Klaus est autorisé à rentrer en Grande-Bretagne, et lorsque l'Allemagne envahit l'Union soviétique à l'été 1945, Klaus se rend à l'ambassade soviétique à Londres pour proposer ses services. Et ça marche, il est recruté en tant qu'espion. Il est ensuite formé par Ruth Werner, de son vrai nom Ursula Kungzicki, une espionne au service de l'URSS en Grande-Bretagne. Toujours en Angleterre, il est choisi par Rudolf Pearce, un physicien allemand exilé en Angleterre avec qui il se lie d'amitié, pour travailler ensemble sur le projet de bombe atomique que développe dans le plus grand secret la Grande-Bretagne depuis 1940. Mais en 1943, ils font leur valise. Leur projet n'avance pas et ils sont contactés pour travailler sur un autre projet de bombe utilisant la fission nucléaire. Avec beaucoup plus de moyens et nettement plus prometteur, le projet Manhattan. Et lorsque Klaus Fuchs débarque aux États-Unis en 1943, le projet Manhattan, quant à lui, il a déjà bien avancé.
Dès 1939, les physiciens Léo Szilard et Eugène Wigner, avec l'appui d'un mec pas trop connu dans le milieu scientifique, Albert Einstein, mettent en garde dans une lettre le président des États-Unis Franklin Roosevelt. Les Allemands ont mis la main depuis l'annexion de la Tchécoslovaquie sur des mines d'uranium, et selon eux, cette toute nouvelle source d'énergie pourrait être utilisée par l'Allemagne pour fabriquer une arme. Lorsque la guerre éclate, les États-Unis choisissent la neutralité, et seule une dizaine de scientifiques se mettent à travailler sur une future arme atomique, avec un petit budget de 100 000 $. Ça semble beaucoup, mais pour un projet de cette envergure, c'est comme si je vous filais 20 balles pour construire une fusée. Pourtant, tout va s'accélérer. Le 7 décembre 1941, les Américains sont attaqués sur leur propre sol par le Japon, sans déclaration de guerre à Pearl Harbor. Une attaque surprise qui choque le peuple américain. Au même moment, Hitler en profite pour déclarer la guerre à l'Amérique. La guerre est devenue mondiale. La priorité pour Roosevelt est maintenant d'obtenir la bombe avant les Allemands, et pour cela les recherches vont s'intensifier, et c'est à ce moment que le projet Manhattan voit le jour. Ce sont bientôt des centaines de scientifiques du monde entier, d'ingénieurs, de militaires et de civils, soit en tout environ 130 000 personnes à l'apogée du projet, qui se retrouvent à travailler dans le plus grand secret à la conception d'une arme top secrète. À la tête du projet, deux hommes radicalement différents. Leslie Groves, un militaire autoritaire choisi par Roosevelt pour être directeur militaire, et le physicien Robert Oppenheimer, celui que l'on surnommera le père de la bombe atomique en tant que directeur scientifique. Pour mener à bien ces recherches, 3 laboratoires vont être créés. Hanford dans l'état de Washington, Oak Ridge dans le Tennessee et le plus grand, choisi par Oppenheimer, Los Alamos au Nouveau-Mexique. Oppenheimer réussit à convaincre tout un tas de scientifiques du monde entier à se joindre à lui, dans ce projet un peu fou. Car pour rappel, en 1943, la bombe atomique ne reste qu'une supposition. En fait, on n'est même pas sûr qu'une telle arme puisse un jour fonctionner. Ainsi, en quelques mois, c'est une véritable petite ville qui sort de terre au beau milieu de nulle part à Los Alamos. Des laboratoires, des ateliers, mais aussi des supermarchés, un hôpital, une école, un cinéma, des terrains de foot, etc. Bref, une ville presque comme les autres de 7000 habitants. À un détail près. La ville est ultra sécurisée, et ses habitants, du physicien au laveur de carreaux, doivent garder secret l'existence du complexe de Los Alamos, et la bombe que l'on surnomme le gadget. Il faut être en permanence sur ses gardes, et la consigne est rappelée sans cesse. Attention à ce que vous dites et à ce que vous écrivez, la menace d'espion est bien réelle. Et pourtant, lorsqu'en 1943 Klaus arrive à Los Alamos, les Britanniques ont, semble-t-il, oublié d'informer les États-Unis concernant la sympathie de Klaus envers le communisme. Une simple petite boulette, rien de bien méchant, ça n'aura aucun impact. Car, et oui, si les Allemands restent la cible prioritaire, Groves le sait bien, les Soviétiques préparent eux aussi en secret leur propre bombe, mais ils ne se doutent pas qu'un de leurs agents a déjà infiltré le projet Manhattan. Depuis 1943, dans le pays de Staline, on travaille aussi sur une arme atomique, mais les scientifiques soviétiques n'ont que peu de moyens en comparaison aux Américains, et le manque de ressources et de matières premières, comme l'uranium ou le plutonium en URSS, empêche tout prototype de voir le jour. La bombe atomique soviétique n'est encore qu'un rêve lointain, mais ça va pas durer. Klaus travaille à Los Alamos. Il prend contact avec Alexandre Feklisov, un agent du NKVD basé à New York qui lui sert d'agent de liaison. Et il transmet de précieuses informations à l'URSS, mais il est loin d'être le seul. Beaucoup d'autres agents vont mettre à mal les services de renseignement américains pendant la guerre. Comme le cas du couple Julius et Ethel Rosenberg, qui eux fournissent des renseignements sur les technologies comme le radar ou bien le moteur à réaction. Ils seront finalement démasqués et arrêtés, avant d'être exécutés en 1953. Parallèlement à ça, les recherches pour la bombe atomique avancent, mais pas assez rapidement d'après Groves et Oppenheimer. Ils sont toujours persuadés que l'Allemagne a au moins un an d'avance sur les Américains. Et pourtant, pas vraiment. Lorsqu'au printemps 1944 les Alliés débarquent en Sicile puis en Normandie le 6 juin, ils emmènent dans leur pactage des scientifiques du projet Manhattan, mené par le physicien Samuel Goudsmit. Cette immense opération de reconnaissance, appelée l'opération Alsos, doit fournir la preuve aux États-Unis que les Allemands sont bel et bien sur le point d'obtenir l'arme atomique. Les membres de l'opération Alsos vont découvrir plusieurs laboratoires et mettre la main sur Werner Heisenberg, le physicien allemand soupçonné d'être à la tête d'un projet allemand similaire au projet Manhattan. Mais, surprise, il n'y a rien.
Hitler n'avait pas cru en la bombe atomique et avait préféré miser sur d'autres armes, comme le missile balistique V2, moins cher et moins long à développer. Après la défaite de l'Allemagne nazie, c'est une nouvelle guerre qui commence, la guerre froide, et avec elle la ruée vers les scientifiques allemands. Soviétiques et américains, avec l'opération Paperclip, tentent de mettre la main sur les plus brillants scientifiques allemands. Pendant ce temps, à Los Alamos, Klaus Fuchs a accès à de très nombreux documents sur l'avancée de la bombe, dont il participe lui-même à l'élaboration. Il travaille dans le département théorique et a depuis totalement gagné la confiance de ses confrères. Ce poste clé lui permet d'avoir accès à tous les détails de la bombe. Lors de ses excursions en dehors de Los Alamos, il se rend à Santa Fe pour transmettre ses informations à Harry Gold, un chimiste américain communiste qui travaille en sous-main pour les soviétiques. Et c'est le 6 juin 1945 que Fuchs, alors que la première bombe A est sur le point d'être testée, qu'il transmet les plans ultra détaillés de l'engin à l'URSS, ce qui offre un gain de temps considérable pour le nouvel adversaire des États-Unis. Un mois après cette ultime rencontre, le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, à 5h30, nom de code Trinity explose et dégage une énergie similaire à 21 kilotonnes de TNT. Les scientifiques présents lors de l'essai, dont Klaus, sont eux-mêmes surpris par une telle efficacité. Les États-Unis viennent de mettre au point l'arme la plus dévastatrice jamais conçue. Le lendemain, le président Truman, qui succède à Roosevelt, mort d'une longue maladie 3 mois plus tôt, annonce à Staline, lors de la conférence de Potsdam, avoir réussi l'essai d'une toute nouvelle arme. Staline lui répond froidement avec un simple « merci ». Il sait très bien de quelle arme il s'agit, et à quel point cette nouvelle va peser sur les négociations d'après-guerre. Le mois suivant, pour forcer le Japon à capituler, les Américains font exploser 2 bombes atomiques au-dessus de l'archipel nippon. Le 6 août, Little Boy, une bombe à l'uranium lâchée sur Hiroshima. 75 000 morts sur le coup, 200 000 avec les retombées radioactives. Le 9 août, c'est au tour de Fat Man, une bombe cette fois-ci au plutonium qui explose sur Nagasaki et tue entre 60 et 80 000 personnes. Le monde vient de plonger brutalement dans l'ère atomique. Car si les Américains semblent désormais détenir l'arme absolue, 4 ans après Trinity et après avoir rattrapé leur immense retard, grâce surtout aux informations fournies par Klaus, le 29 août 1949, la première bombe atomique soviétique au plutonium, RDS-1, explose et marque le début d'une longue et terrifiante course à l'armement nucléaire, et avec elle, la peur d'une guerre qui pourrait anéantir l'humanité. En 1946, après avoir englouti 2 milliards de dollars de l'époque, le projet Manhattan est officiellement terminé. Les scientifiques et tous les habitants de Los Alamos s'en vont, partagés entre l'idée d'avoir permis d'arrêter la guerre et d'avoir pu épargner de nombreuses vies américaines, et l'idée d'avoir contribué à mettre au point quelque chose qui risque de changer à jamais la face du monde. Tandis que certains se mettent déjà à travailler sur une nouvelle bombe, la bombe à hydrogène, encore plus puissante que la bombe A, d'autres quitteront la recherche sur le nucléaire, comme Oppenheimer, qui dira « Now I am become death, the destroyer of worlds. » Klaus Fuchs est quant à lui rapatrié en Grande-Bretagne. Il va continuer de travailler pour l'Union soviétique en transmettant les résultats de recherche dans le domaine du nucléaire en Grande-Bretagne. Mais les Américains réussissent avec le projet Venona à déchiffrer les messages cryptés soviétiques, et ainsi réussissent à identifier de nombreux espions, notamment ceux qui ont espionné le projet Manhattan, dont Klaus. En 1949, il est arrêté et avoue tout. Ceux avec qui il avait travaillé et surtout son ami Rudolf Pierce tombent des nues. À Los Alamos, personne n'avait jamais rien remarqué de suspect chez Klaus. Il n'est pas extradé vers les États-Unis et est jugé au Royaume-Uni en mars 1950 et explique lors de son procès que selon lui la bombe atomique ne devait pas rester entre les mains d'une seule nation. C'est pourquoi il a aussi œuvré pour que la Grande-Bretagne obtienne elle aussi l'arme atomique. Il est finalement condamné à 14 ans de prison, puis libéré au bout de 9. Il quitte alors le bloc de l'Ouest pour passer de l'autre côté du rideau de fer et pour s'installer en Allemagne de l'Est. Là-bas, il devient directeur adjoint de l'Institut de recherche nucléaire de Rosendorf. Celui que l'on a considéré comme l'espion ayant causé le plus de dégâts dans l'histoire meurt le 28 janvier 1988 à Berlin-Est, à l'âge de 76 ans. Alors, qu'en pensez-vous? Était-il un sale traître ou bien a-t-il permis d'équilibrer la balance au sujet d'une arme au pouvoir incommensurable et qui était totalement nouvelle à l'époque? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas qu'elle était en partenariat avec World of Warships. Je vous invite à aller en description, cliquez sur le lien pour télécharger le jeu gratuitement et n'oubliez pas d'utiliser le code BOOM.
Pensez aussi au like, aux commentaires, à vous abonner, me suivre sur Twitter ou encore Instagram, à soutenir la chaîne financièrement sur Utip ou en souscrivant à la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.